Donc après, on peut parler de décroissance, etc. Mais ce n'est pas le menu de ce soir. Le menu de ce soir, c'est juste la science physique du climat, telle que le GIEC la compile. Et un petit peu de révision. Il y a à peu près un an, je vous avais montré cette image qui montre 4 vagues. Donc, celle de la crise Covid, où sur le petit îlot là-bas, ils disent lavez-vous les mains et tout ira bien. Et puis en fait, il y a une récession de laquelle on sort pas, on n'est pas sûr, liée au confinement. Mais de toute façon, le changement climatique est embarqué, il va nous prendre. Et derrière, ou en même temps, il y a encore une autre vague plus importante, qui est l'effondrement de la biodiversité. Et nous en faisons partie, les humains, de la biodiversité. Donc on ne vit pas sans les écosystèmes qui nous entourent. Et donc il y a un an, je vous avais montré cette équation, cette identité, qui est une tautologie, écrite pour la première fois par un scientifique japonais qui s'appelle Kaya, qui dit que les émissions de CO2, donc à gauche de l'équation, ça n'est que le produit de l'efficacité carbone de l'énergie, fois l'efficacité énergétique de l'économie, fois la richesse par habitant, en termes monétaires, fois la population. Et donc, tenir les 2 degrés, c'est diviser par 5 les émissions en 30 ans, et donc c'est diviser par 5 au moins l'un de ces termes de l'équation. Donc ça ne va pas se faire juste en innovant à la marge. Et juste pour être certain qu'on parle bien de la même chose, ça c'est un graphique de Météo France qui montre l'évolution des températures à la surface de la Terre, de la métropole, donc au-dessus des terres et pas au-dessus des mers, depuis 1900. Oui. Pierre, tu peux juste tourner le téléphone vers ce que tu montres, s'il te plaît? Ah, j'avais essayé de caler tout à l'heure et puis quelqu'un l'a déplacé en fait. Merci. Hop. Ah, ou il a glissé, je sais pas. Donc voilà. Et là, la moyenne, elle est sur les années 60 à 80. Donc en fait, c'est bien pire. Donc les 2 degrés, c'est juste pour dire, les 2 degrés, on les a déjà tapés en France. Parce que, évidemment, la température moyenne mondiale, ce n'est pas la température de la métropole. Et donc le GIEC, le rapport, il commence par cette image, qui est une vue artistique d'Alissa Singer. Et c'est quoi le GIEC? C'est un groupe de scientifiques qui a compilé 14 000 articles publiés depuis le dernier rapport, c'est-à-dire 2013. Et donc là c'est toutes les stats sur le groupe 1 du GIEC qui travaille donc sur la science physique du climat. Et on a la chance d'avoir une vice-présidente française qui est Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheuse au CEA. Et donc il y a des centaines d'auteurs de 60-65 pays et avec énormément de processus sérieux de reviewing avec plusieurs cycles, etc. Et ils se rencontrent régulièrement pour préparer les rapports. Et puis évidemment, ils ont dû passer sur des rencontres en ligne à partir de l'an 2020, ce qui a reculé, ou en tout cas ralenti leurs travaux. Et donc ce rapport est sorti le 9 août. Et donc il compile la science acquise depuis 8 ans maintenant. Brièvement, avant de dérouler, il y a une cinquantaine de diapos, mais je vous donne les conclusions tout de suite. En fait, il n'y a rien de nouveau sur les conclusions. Ce qui est nouveau, c'est la robustesse des connaissances et leur précision. Et je sais que ça fait peur les 50 diapos, mais vous en faites pas, on va dérouler ça rapidement. Ça va bien se passer. Les changements récents dans le climat sont largement répartis, distribués, devrais-je dire, rapides et s'intensifient. Et ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Et donc, on va dérouler plusieurs citations qui sont extraites du résumé pour décideurs. Et il y a quelques figures aussi. Ici, par exemple, ce qu'on voit, c'est que sur la figure de gauche, on voit la température moyenne globale depuis 2000 ans. Donc, la moyenne, elle est calculée sur la deuxième moitié du 19e siècle, ici, là, où là, dans la partie zoomée sur la droite, on voit ici, entre 1850 et 1900, ça sert à faire la moyenne, la température de référence, pardon, là où on met le zéro, et puis ensuite on mesure les écarts à la référence. Et donc on a ce diagramme qu'on appelle une crosse de hockey un peu, hein, la forme,
Et donc, en fait, on voit bien que la température augmente très rapidement depuis un siècle environ. Et clairement, depuis un siècle. Et voilà. Et donc, c'est 1,1 degré plus chaud que la référence. Et ça, c'est la moyenne des années 2010 qui nous le dit. Donc, c'est des mesures, c'est des faits. Le changement climatique, il est déjà là. Ça s'est réchauffé en température moyenne globale de 1,1 degré. Les grands, ce qu'on appelle des forceurs climatiques ou les grands déterminants du climat global, on peut en compter 4. La concentration en CO2 dans l'atmosphère, et globalement des gaz à effet de serre, donc il n'y a pas que le CO2, mais disons le CO2 pour faire simple. Et pardon. L'élévation du niveau, voilà. C'est pas les déterminants du climat, pardon, c'est les conséquences du changement climatique. L'élévation du niveau de la mer, qui s'élève à une vitesse inconnue depuis 3000 ans, donc très rapidement, même si c'est que des millimètres par an, c'est très vite en fait. La glace arctique qui fond, pareil, à une vitesse inconnue depuis 1000 ans au moins. Et enfin, les glaciers, qui sont quand même nos pourvoyeurs d'eau douce, hein, il faut bien se le rappeler, qui fondent aussi à une vitesse pas vue depuis 2000 ans. Et donc les conséquences du changement climatique, il y en a 5 grandes. C'est l'extrême chaleur, des canicules hein, plus fréquentes et plus intenses. Une pluviométrie accrue, en tout cas plus concentrée. Et on en a eu l'expérience dans le Gard il y a moins de 24 heures. Et puis en fait, je peux égrener comme ça les événements climatiques extrêmes sur toute l'année. Aussi plus fréquents, plus intenses. Des sécheresses qui, pareil, sont plus fréquentes et plus intenses. Et enfin, à la fois la sécheresse et l'extrême chaleur, ça génère des feux qui deviennent de moins en moins contrôlables parce qu'ils grossissent. Et enfin, l'océan qui se réchauffe accueille moins d'oxygène, donc ça fait moins d'oxygène pour les poissons et les autres espèces pour respirer. Et il s'acidifie en absorbant du CO2 qui est dans l'atmosphère. Et l'acidification empêche le plancton de synthétiser sa coquille, et le plancton est à la base de la biodiversité marine. Donc en plus de vider les mers par la surpêche, on rompt l'écosystème marin en émettant du CO2. Donc là, je traduis au fil de l'eau. À moins qu'il y ait des actions, des réductions des émissions de gaz à effet de serre immédiates, rapides et à large échelle, limiter le réchauffement à 1,5 degré ne sera plus atteignable. Ici, on a l'historique jusqu'en 2017 ou 2018 de la température moyenne et ensuite des scénarios qui dépendent d'une quantité de CO2 qu'on met dans le modèle mathématique. Et donc, très basses émissions, on plafonne vers 1,6 degré et puis ça redescend un peu vers 2100 pour rester sous les 1,5 degré. Basses émissions, on taquine les 2 degrés, mais on ne les atteint pas. Et enfin, émissions intermédiaires, qui n'est pas le business as usual. Bon, déjà, on fait beaucoup d'efforts sur le plafonnement des émissions. On atteint 3 degrés à la fin du siècle. Et enfin, on peut aller jusqu'à presque 5 degrés à la fin du siècle, si on émet vraiment beaucoup de carbone, c'est-à-dire qu'on brûle beaucoup de pétrole, et il n'y en a plus beaucoup, du charbon, donc, notamment en Chine, mais aussi ailleurs. Et donc, à court terme, c'est déjà embarqué dans les émissions passées, d'ailleurs, et c'est pour ça que vous voyez que tous les scénarios se confondent au début, simplement parce que c'est le CO2 d'aujourd'hui qui fait le climat dans 20 ans. Il y a une inertie dans le système. Donc là, simplement, hop, je passe, voilà. Et donc, avec chaque fraction de réchauffement global supplémentaire, les changements s'amplifient, deviennent d'autant plus drastiques. Donc là, vous avez un gradient de rouge jusqu'au marron. Le marron, c'est plus 7 degrés. Des températures globales. Donc à 1,5 degré, on a déjà chaud, quoi, hein, clairement. À 2 degrés, c'est pire. Et à 4 degrés, il n'y a plus d'océan Arctique. Voilà. Il n'y a plus de glace au pôle Nord, à 4 degrés. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on change le régime des pluies. Donc là, typiquement, entre 1,5 et 2 degrés,
on a des pluies supplémentaires sur le Pacifique. Pardon. Donc là, c'est typiquement la région où se passe El Niño. Donc là, l'Amérique latine est là sur la droite du globe. Et donc, avec chaque degré additionnel, on a 7% de plus de chances ou d'intensification supplémentaire des précipitations extrêmes. Et donc ça va jouer sur nos infrastructures, notre capacité à absorber ces chocs. Il est indiscutable que les activités humaines causent le changement climatique, rendant des événements climatiques extrêmes, notamment des canicules, des événements de pluviométrie extrême et des sécheresses, plus fréquents et plus sévères, plus intenses. Les activités humaines, elles génèrent des gaz à effet de serre, qui sont ici, et ce qu'on appelle des aérosols, c'est-à-dire de la pollution, typiquement, des microparticules qui font écran au rayonnement solaire. Et donc, on a le réchauffement qu'on observe qui est ici. Et ça, ce sont les facteurs naturels qui, en fait, jouent un rôle très petit. Donc, l'inclinaison de l'angle de la Terre, l'activité solaire, toutes ces choses-là qui gravitent dans la sphère climato-sceptique, c'est des éléments qui sont pris en compte dans les modèles et qui ne jouent pas de rôle à l'échelle de temps à laquelle on parle. Et la variabilité interne, notamment décennale du climat, je parlais des événements El Niño à l'instant, c'est un exemple. Ça non plus, ça n'a pas d'influence sur les scénarios qui sont observés. Et donc après, on peut aller, hop, je vais dérouler jusqu'au bout et puis je vais détailler maintenant. Donc des extrêmes chauds, qui peuvent rendre les conditions de vie impossibles, typiquement. Ça peut rendre littéralement invivable la vie à l'endroit où on est. Ça veut dire que vous ne tenez pas plus de 6 heures vivant. Quand il fait 37 degrés, 100% d'humidité, vous ne pouvez plus évacuer votre chaleur par la transpiration, donc vous mourrez. Voilà. Dans le scénario à plus 4 degrés, ces conditions vont se répéter plusieurs centaines de jours par an sur toute la bande équatoriale où vivent aujourd'hui 2,5 milliards de personnes. Donc après, on peut discuter de est-ce qu'il faut être catastrophiste ou pas, mais la science, elle dit ce qui va se passer. Et maintenant qu'on a 25 ans, 30 ans de science du climat et de prédiction où on a fait tourner les modèles, on voit qu'en fait, ça va plutôt plus vite que ce qu'on imaginait. Donc l'océan qui se réchauffe depuis les années 70 et son acidification, qui cause donc des pertes de biodiversité qui peuvent être catastrophiques aussi. Et il y a une bonne partie de la population qui dépend de la pêche vivrière, n'est-ce pas, au-delà de l'industrie. Et voilà. Et les changements dans les aires gelées, là aussi, ça peut devenir très grave parce que les glaciers se retirent et que c'est notre réservoir d'eau douce, typiquement. En Europe, mais pas que, partout où il y en a. 40% de baisse de l'océan Arctique glacial. D'abord, c'est une perte d'écosystème pour les os polaires et d'autres, mais c'est aussi une perte d'effet réfléchissant. Donc en fait, il y a une boucle de rétroaction. Moins on a de glace au pôle Nord, plus la chaleur rentre dans la mer, plus l'océan se réchauffe, plus il fait fondre la glace. Et donc c'est une déperdition de chaleur en moins. Donc le changement climatique, il affecte déjà chaque région de la planète de plein de manières différentes. Les changements que nous expérimentons aujourd'hui vont s'intensifier avec du réchauffement supplémentaire. Et donc un des rôles du GIEC, parce qu'il répond à une commande publique en tant que groupe onusien, c'est d'informer sur le management ou la gestion des risques et l'adaptation. Et c'est là où nous, on a un rôle à la fois de pédagogie dans nos établissements qui reçoivent du public vis-à-vis du problème, mais aussi de travail avec nos services pour gérer et transformer l'infrastructure qu'on gère nous pour la rendre plus résiliente face à ces changements qui, de toute façon, sont enclenchés.
Et un tiers du rapport est dédié à de l'information climatique régionale. Et donc là, je vous enverrai après ce soir une double page A4 dédiée au changement climatique en Europe. C'est en anglais et ça devrait être traduit dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, tous les supports sont encore simplement en anglais. Donc, les déterminants climatiques, c'est le chaud, le froid, la pluie, enfin la précipitation, donc la pluie versus la sécheresse, la neige ou la glace, puisque c'est ça qui reconstitue notre stock d'eau douce. Le vent, parce que les régimes de vent peuvent aussi affecter évidemment les précipitations. L'océan et les écosystèmes côtiers. D'autres facteurs qu'on ne prend pas forcément bien en compte. Et puis enfin, la haute mer. Et tous ces déterminants, ils ont des seuils, au-delà desquels on ne sait plus comment ils vont se comporter. Et donc c'est tout l'enjeu d'avoir cette information sur la gestion des risques. Et c'est typiquement un mot, un terme qui est d'identifier des événements de faible probabilité d'occurrence, mais avec des conséquences très intenses. Typiquement, ouragan ou des choses comme ça. Et j'ai presque fini là, il reste 3-4 minutes. Je vous décris comment le changement climatique perturbe le cycle de l'eau, et puis après on aura fini. Donc, il y a de l'eau dans les régions glacées, dans les glaces. On appelle ça la cryosphère. Il y a de l'eau dans le sol, il y a de l'eau, de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et il y a de l'eau, évidemment, dans l'océan. Une température plus chaude, ça veut dire que l'atmosphère peut absorber plus d'eau, d'accord? Puisqu'il y a plus de vapeur d'eau, plus de place pour la vapeur d'eau quand il fait plus chaud dans l'atmosphère. Une température plus chaude, ça fait plus d'évaporation plus vite, et notamment des terres qui sèchent plus vite. Et une terre qui est sèche, c'est un peu comme une éponge qu'on a laissée au bord de l'évier, elle devient imperméable. Une terre plus sèche devient imperméable, donc quand il pleut, l'eau ruisselle au lieu de s'infiltrer. On perd l'effet éponge. Et ça génère aussi des précipitations plus dures, plus lourdes. Donc ça, pareil, problème. On peut avoir des précipitations, éventuellement un régime de précipitation qui s'intensifie, mais si il fait plus chaud et plus sec entre-temps, les nappes phréatiques ne sont pas alimentées. Et donc ça fait des événements type crues ou inondations et des événements de type mousson ou type méditerranéen comme on a ici, qui sont aussi plus intenses et plus fréquents. Voilà. Il y a un atlas interactif, là à nouveau qui est pour l'instant qu'en anglais, mais qui a vocation à être traduit en français. Vous pouvez aller regarder, jouer, c'est une application internet type Google Earth, pour aller voir vous-même ce que disent les données, et c'est régionalisé, et je vous invite à le faire le plus souvent possible. Voilà. Il n'y a pas de retour possible de certains changements dans le système climatique actuel. La température de l'océan, trop d'inertie, c'est perdu. La calotte glaciaire du Groenland, trop d'inertie, c'est perdu. L'élévation du niveau de la mer, trop d'inertie, c'est perdu. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas atteindre. 1,5 degré, c'est pas perdu, mais c'est quand même compliqué. 2 degrés, c'est atteignable, etc. Mais tout ça, il faut y mettre les efforts nécessaires, quoi. Des changements peuvent être ralentis et d'autres peuvent être arrêtés en limitant le réchauffement. Il faut qu'on ait des réductions des émissions de CO2 et de méthane et aussi d'autres gaz à effet de serre, mais essentiellement CO2 et méthane, qui soient soutenues pendant plusieurs dizaines d'années, qui soient fortes. Et ça peut non seulement réduire les conséquences du changement climatique, parce que ça le limite, mais aussi ça améliore la qualité de vie tout de suite, en particulier la qualité de l'air. Donc là, c'est le dernier graphe. En abscisse, c'est les émissions de carbone qui grandissent, et en ordonnée, c'est la température qu'on atteint en 2100.
Très peu d'émissions, on va jusqu'ici sur la courbe. On est à 1,5 degré, mais vous voyez qu'il y a une barre d'erreur hein, qui va jusqu'au-dessus de 2 degrés. Et ensuite, toute une gradation jusqu'à beaucoup d'émissions, qui est un scénario qui est non seulement pas souhaitable, mais en plus qui est un peu aux limites du réalisme, parce qu'il voudrait dire que personne ne fait rien pour limiter ses émissions jusqu'en 2100. Et qu'on trouve tout le pétrole dont on a besoin dans la croûte terrestre, ce qui est déjà plus le cas en fait. N'empêche que déjà à 1,5 degré, il y a un rapport spécial qui est sorti il y a 2 ans, ça va déjà être rock'n'roll. Très très rock'n'roll. Vous voyez comment c'est aujourd'hui, on est à 1,1, donc ça va être pire encore. Voilà, voilà, voilà. Merci. Je t'en prie. Après, je me suis proposé, je vous donne un peu un élément de contexte, je me suis proposé auprès de Juliette il y a un mois de ça, en se disant, mais tiens, ça sort là, on en parle dans les médias, et puis après il y a eu Messi qui est arrivé à Paris, donc on a pu parler, mais... donc c'était l'occasion voilà, de vous dire un peu ce que fait le GIEC. Moi, il se trouve que j'ai la possibilité de relire leur rapport, je suis relecteur, mais pas de ce groupe-là. Je suis relecteur du groupe 3, qui fait limitation et adaptation, qui est plutôt dans ce qu'on appelle des scénarios socio-économiques de pilotage de cette descente énergétique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est piloter la descente énergétique. Et c'est ça qui est le plus sportif et auquel les politiques ne veulent pas croire, quoi.